Je me présente, moi c'est Mathieu Morel, je suis manager chez SIA Partners, qui est un cabinet de conseil dans pas mal de domaines, mais principalement en énergie, en tout cas basé en France. On a plus de 200 consultants qui travaillent sur les sujets énergétiques. De mon côté, j'ai plutôt un background côté biogaz et plus particulièrement autour de la gasification eurothermale, pour avoir travaillé 4 ans sur le sujet avec GRT Gaz. À travers ça aussi des missions du coup dans l'hydrogène. J'ai aussi œuvré sur la partie pyrolyse du méthane, on va en parler ce matin. D'ailleurs effectivement il nous manque une intervenante encore, mais peut-être qu'elle va arriver après, elle passe je dirais à la fin des présentations. Et donc du coup pour introduire, qui n'est pas forcément une table ronde, mais nos intervenants, donc plutôt sur la partie production de biohydrogène à partir de biogaz. Ils vont se présenter après, mais de gauche à droite, on a donc Cyril, Mieke, François et Patrick. Il nous manque du coup Natacha, qui j'espère arrivera bientôt. Et donc voilà, un sujet passionnant sur comment produire en fait finalement du biohydrogène au niveau local. Et à partir du coup soit de biogaz, mais aussi vous verrez potentiellement de gaz naturel, mais de manière la plus propre possible. Donc I will leave the floor to Mieke and I will introduce her briefly. So Mieke is a technical and project manager at the European Biogaz Association in 2021, when she joined the association in 2018. Mieke manages and coordinates the technical and project work within the EBA and supports EBA's policy and communication work with technical knowledge and data. Her main responsibilities include coordinating EBA's involvement in Horizon Europe and other programs, overseeing the EBA's technical publications such as the EBA Statistical Report on the European Biomethane Map. She graduated in 2016 as a bioengineer at the University of Ghent with a specialization in environmental technology. So I will leave the floor to Mieke to speak about biohydrogen from biogas. Thank you, Mathieu, for the introduction. Let me see if we can go to the slides. Yeah, perfect. Okay. So indeed, I'm Mieke de Korte from the European Biogas Association. So we represent basically the whole biogases value chain in Europe, in the EU, but also a bit of surrounding European countries. We represent both biogas and biomethane from the production, transport, and the use, basically. So we have around 300 members in total, of which around 240 members are companies, and we also have national associations, which means they operate on a national level with regards to biogas and biomethane. We are active in 35 countries. So today I'm going to talk about biohydrogen, and more specifically about biohydrogen production from biogas and from biomethane. My presentation is divided in 4 sections. First, a bit general about hydrogen in Europe and what is exactly biohydrogen. Then we talk about biohydrogen production technologies, then the carbon footprint and economics, and then we go a bit towards policy recommendations. So hydrogen in Europe. So there are different types of hydrogen, and we know that they are divided in different countries. In different colors, and this is basically the first part of the overview. So we can have gray hydrogen, blue hydrogen, turquoise, red, pink, and so on. And they are divided basically on the feedstock that is used to produce a hydrogen and also the energy source. We can make a division between biological or non-biological hydrogen, and there are several production pathways to arrive there. So where should we situate biohydrogen exactly? So we are looking towards green hydrogen, and there we have the RFMBOs, which is hydrogen coming from non-biological origin. The feedstock in this case is water, and energy source is renewable electricity.
Now, biohydrogen comes from biological origin, which means that we use biogenic sources such as organic waste and so on. In general, biomass, biogas, biomethane as a feedstocks, and then the energy also comes basically from this biomass. And then you have different processes to arrive there. Now, why would we produce biohydrogen from biogas? Because biogas and biomethane are already end products that have a lot of end-use applications and are being already widely used today. But I would say that the benefit of producing biohydrogen is that it increases the versatility and the flexibility of a biogas plant because you can diversify it on the end products that you have. So you can work even more demand driven. So if you can have a specific business case where you have a nearby hydrogen demand, and you can, let's say, you can divide your production of your end products more towards what is the current markets today, but also in 5 and 10 years, and what are the prices that are being given for your end products. Then also very important and related to that is the geographical location of your biogas plant. If you are in a place where there is a hydrogen demand, but for example, there's no hydrogen grid, or it's more expensive to get your hydrogen at this location, it can be interesting to produce it directly there and have a direct offtake. But also we also have a negative emission opportunity. So in certain cases, when your biohydrogen is produced from certain types of organic waste, and you combine it also with carbon capture and storage, you can actually achieve biohydrogen with a negative footprint. And this is also interested for certain sectors to offtake. Then we go towards biohydrogen production technologies. So biohydrogen goes, I would say, much broader than being produced only from biogas and biomethane. So we have different production routes. They can be biological, thermochemical, and bioelectrochemical. When we look towards the biological routes, we have dark fermentation. Dark fermentation is basically when you cut your anaerobic digestion step right before the end, and you skip the step of going from hydrogen and carbon dioxide towards methane, and you basically avoid this last step to be taken, wherefore you will have hydrogen as an end product. Then we have photofermentation and biophotolysis, which are two production pathways based on the photosynthesis process. So it means you need solar irradiation, whereas photofermentations is anaerobic, photolysis is an aerobic process. Then we have the thermochemical processes, gasification, biogas, methane steam reforming, and pyrolysis. So this means you will basically adjust temperature and pressure to arrive at your end products and to steer these processes towards hydrogen. This is, of course, very simplified. And then we also have a bioelectrochemical, and one example is a bioelectrolysis, which is basically similar to the usual electrolysis of water to produce hydrogen, but instead as water as a feedstock, you will use an organic waste. This can, for example, be water that has a certain organic load, so you can use this to produce hydrogen as well. Then carbon footprint and economics. So what we try to do based on literature, and there is some good research already being done, is to compare the carbon footprint of different types of hydrogen.
And on the first table, you see gray hydrogen, blue hydrogen, green hydrogen from non-biological origin, so basically the RFMBOs, and then the biohydrogen with or without carbon capture and storage. So you see for biohydrogen, the range and carbon footprint, it's quite large because it really depends on the feedstock that you're using and the technology that you're using. But one advantage that it have compared to other types is that it can actually be carbon negative as well. Then the next table shows basically the division between the different biohydrogen production technologies. So as I mentioned, it depends on which type of technology that you're using. Of course, what your carbon footprint will be. Then production cost of biohydrogen compared to other types of hydrogen. Also here you see quite a big range in the production costs of biohydrogen, and it basically ranges. The range starts approximately at, I would say, the cost of gray hydrogen, and the upper limit would be around the production cost of RFMBOs. Then regulatory barriers and recommendations. So what we see at the moment is that there is a lack of market access, and basically because biohydrogen is in many regulations not defined. So it's also not considered, and this really poses a barrier on the market access. So as a recommendation, we would have to recognize biohydrogen as hydrogen also of renewable origin in EU legislation, and to actually have a definition ready to really recognize this type of hydrogen. There are also a lack of price signals through the taxation. So basically, the recommendation would be to revise the minimum taxation levels of the Energy Taxation Directive, the Gas Directive, and the Gas Regulation accordingly. And then thirdly, insufficient, and the barrier would be insufficient and discriminatory consumption targets. So when we look towards the targets in the Renewable Energy Directive, this basically, when they look at hydrogen, they only look at RFMBOs. So the recommendation is to expand the targets for RFMBOs in the Renewable Energy Directive to include all types of renewable hydrogen. We have published a full paper on this topic, and it's available on our website. And this goes a bit more in depth compared to what I have talked about at this moment. Thank you very much, Mieke. Thank you. If you have some question, I know the first one. Si vous avez des questions, la première est toujours la plus difficile. To Mieke, in English or in French. Otherwise, I have some questions. So yes, maybe I will start. If we can go on the slides with the mapping of biohydrogen production technologies. Can you stay? Est-ce que vous pouvez rester sur la présentation? Yes. Go to the, because if you can map all the TRL of the different technologies you show here, for example, because I think, to my understanding, we have some different degrees of maturity of all these technologies. And maybe just explain which one are the main mature, for example, and which one are very maybe some LED, for example, for the moment. Yes, actually, we have this table in our white paper, but I did not include it on the slides. I would say gasification and biogas methane steam reforming are the ones that are most mature and are already at the commercial phase, because basically biogas methane steam reforming, it's the same process that we use in gray hydrogen to basically use natural gas to produce hydrogen form. So this is, if we use it on biomethane, it's exactly the same. If you do it from biogas, so you have a mixture of methane and carbon dioxide,
then it's a slightly different process. But this is also quite advanced, and there is research ongoing on this. The less advanced, I believe, are photolysis, photofermentation, and microbioelectrolysis. But the exact TRL levels are actually in the paper that we have published. Okay, perfect. And I have a second question, or if maybe peut-être que la salle a... Ah, très bien. Profitez des questions de la salle. Yes, hello. Maybe an obvious question, but hydrogen is one of the only products which doesn't need carbon. And so you're actually taking carbon for some biomass and not really using it. I mean, we are limited with the biomass for all applications. So why should we waste the carbon for hydrogen where we don't need it? Yes, it's a very good point. So actually, the carbon, you indeed, when you produce biohydrogen, you will always have a leftover product, which can be biochar or digestate or even solid carbon. Depending on the process that you use, you will have a different end product. And this carbon, if it's in digestate, you can use it for agriculture applications. Also, the solid carbon is at the moment under investigation to be used in agriculture applications. And this is actually something that we are doing in one of the projects. I included it here as well in the TITAN project. We are investigating actually what we can do with this solid carbon byproduct. So it can either be in agriculture, but for example, also it has applications in the tire industry. And then also biochar can be a byproduct of hydrogen production, which also has much known applications. Thank you very much. So, mais peut-être que la salle a encore une autre question, sinon... okay, so just go to the next slide, I think, with the carbon footprint of technologies. Yeah, this one. On the green rectangle, green square, we can see like it goes from like minus 26 to 10.8. How can we explain that we can produce more CO2 from biohydrogen than the gray one? It was, for me, very surprising. I mean, so this is like 10.8 kilogram CO2 per kilogram of H2. Maybe because it's about the biomass behind, or if you know the point, or... Yes, it really depends on the type of biomass that you're using to produce it. And also, if you do it without carbon capture and storage, you will also have a higher carbon footprint. Okay. But it's certainly something to consider, that with respect to biohydrogen, your range of carbon footprint, it's much larger than for other types. Encore une autre question. En tout cas, j'en ai une dernière. Last one. What is your vision between producing biohydrogen from biogas? And it is not against the fact that we want to inject gas into the grid, green gas into the grid. What is your vision on the market with biohydrogen from biogas against direct injection into the gas grid? It's really a complementary product, and of course, it really depends on your application. When, for example, you could also use biomethane as a hydrogen carrier, so basically that you avoid sometimes difficult transport of hydrogen, so you can take out biomethane at a certain point of the grid and produce hydrogen at that point. If you already have your biogas plant at a suitable location, then there is also no need to upgrade, and you can produce the hydrogen directly from the biogas. But it's really the idea behind is really to diversify the end products of a biogas plant, and then not in any case to say that biomethane is not a good end product, because it really is. Okay, thank you very much. Thank you, Mieke. On peut passer à Seven.
présenté par Cyril Ridard. Donc, Seven développe, finance, construit et exploite un réseau de stations multi-énergie, bio-GNV et bio-H2 au service du développement économique des territoires. Seven développe des projets de mobilité durable fondés sur la valorisation en circuit court du biogaz en carburant renouvelable. Aujourd'hui, le biogaz répond aux enjeux de mobilité décarbonée à travers le bio-GNC. Le procédé Valb Biogaz propose une voie complémentaire de valorisation du biogaz et un modèle alternatif de production de biohydrogène. Cyril, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril, je suis chargé de projet hydrogène pour la société Seven et donc je vais vous parler du modèle VaBiogaz. Pour bien comprendre comment s'intègre VaBiogaz dans le modèle de Seven, il faut que je vous explique ce qu'est Seven et pourquoi Seven. Seven est basé sur une vision que l'énergie peut être produite et distribuée selon des valeurs qui sont humaines, sociétales, économiques et environnementales. Et le biogaz est apparu comme une des réponses à l'ensemble de ces valeurs. C'est pourquoi aujourd'hui, la mission première de Seven, c'est de distribuer du carburant renouvelable basé sur la valorisation du biogaz. Donc Seven finance, construit et développe des stations de distribution de carburant, de bio-GNC et biohydrogène au service des territoires. L'ADN de Seven peut se résumer simplement dans la distribution de carburant renouvelable en circuit court. En considérant le déchet produit sur les territoires, on considère un service rendu au territoire par la valorisation de ces déchets qui peuvent être issus des ordures ménagères, du traitement des boues de steppe, mais également des déchets organiques dus à l'activité agricole, d'élevage qui peuvent se perdre sur les territoires. Cette valorisation des déchets peut être transformée en énergie. Cette énergie utilisée pour la mobilité durable et à nouveau être réintégrée dans l'économie du territoire et on a ainsi une boucle vertueuse entre les déchets produits sur le territoire et le service de mobilité. Tout cela s'intègre aussi dans une notion d'énergie renouvelable, le biogaz indéniablement une énergie renouvelable, mais surtout avec la capacité d'être stocké et transporté à travers un formidable réseau qu'on a en France et qui permet effectivement de stocker ce gaz et de le distribuer sur les points d'usage qu'on identifie sur nos stations. L'autonomie énergétique est un point important aujourd'hui. On voit bien qu'un bouleversement en Europe ou dans le monde crée des réactions en chaîne sur le coût de l'énergie et la notion d'autonomie énergétique nous semble primordiale à développer sur les projets de territoire. Tout cela crée de l'activité, de l'emploi, tant sur les personnes qui vont s'occuper des unités de méthanisation, qui vont transporter et qui vont utiliser ce biogaz, l'activité agricole également qui s'appuie sur cette valeur du biogaz. Pourquoi du bio-GNC? Alors, je ne vais pas vous faire l'article, j'espère que vous en êtes convaincus. Le bio-GNC, énergie renouvelable, énergie locale, qui n'émet que du CO2 biogénique, c'est parfait. On pourrait s'arrêter là et se dire pourquoi faire de l'hydrogène? Émettre du CO2 biogénique, c'est bien. Ne pas émettre de CO2 du tout, c'est mieux. Donc, la mobilité électrique répond à cette problématique de zéro émission. La mobilité électrique a ses limites en termes d'autonomie, en termes de temps de charge. L'hydrogène permet de répondre à ces limitations du vecteur électrique-batterie en augmentant l'autonomie des véhicules, en simplifiant le temps de charge des véhicules. Et enfin, d'un point de vue tout simplement énergétique, un moteur électrique peut avoir sur certains usages un rendement jusqu'à 95%. On y accouple une pile à combustible qui, elle, a un rendement de 55 à 60%. Ce couplage sera de toute façon bien meilleur que ce qu'on peut faire sur une technologie de moteur thermique sur laquelle est basé le bio-GNC. On a donc une amélioration énergétique de la mobilité. C'est pourquoi chez Seven, on n'oppose pas les deux vecteurs d'énergie et on pense que ces deux vecteurs doivent évoluer de façon similaire. Aujourd'hui, le bio-GNC est plus mature sur son marché et l'hydrogène va venir le compléter et c'est tout à fait cohérent avec la programmation pluriannuelle de l'énergie qui envisage donc le déploiement et des usages et surtout du maillage des stations, tant sur le bio-GNC que sur l'hydrogène. Sur l'hydrogène, on n'y est pas encore, mais c'est l'idée quand même. Donc vous avez compris, l'activité principale de Seven, c'est la distribution de carburant renouvelable en circuit court.
Une station de distribution, ça ne peut pas tomber en panne. Le chauffeur de bus qui vient faire le plein, la benne ordure ménagère, elle ne peut pas avoir une station en rade. Donc chez Seven, on a dû adapter et sécuriser le fonctionnement des stations avec l'activité de construction-maintenance qui permet d'optimiser les coûts de construction et surtout d'assurer un service total. L'aspect foncier aussi est une activité chez Seven puisque une station, ça demande de la place, ça doit être bien placé, ça doit être accessible aux poids lourds, donc une recherche sur le foncier qui s'établit en tout début des projets. Quelques aspects aussi R&D pour performer un petit peu le modèle. Tout cela fonctionne très bien sur le bio-GNC. Quand on veut faire de l'hydrogène, ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc, on propose chez Seven des solutions autour de l'hydrogène sur 2 postes. Le premier, c'est le poste de la mobilité. Il n'y a pas beaucoup de véhicules hydrogène. Le catalogue de véhicules hydrogène est assez faible. Les véhicules sont quand même très chers. Et donc, on propose des solutions, nous, de rétrofit, c'est-à-dire qu'on va convertir un moteur thermique en véhicule électrique alimenté par une pile à combustible et hydrogène. Ça permet d'une part de réduire fortement le coût d'acquisition du véhicule, puisqu'on part quand même d'une base existante, et on améliore son efficacité énergétique par le rétrofit en changeant la motorisation. Et puis ça s'accorde un petit peu dans la logique globale d'augmenter la durée de vie des objets, de recycler des produits qui ne sont pas du tout en fin de vie, et donc de réutiliser des véhicules qui n'ont pas terminé de fonctionner, qui peuvent encore produire des services en améliorant leur efficacité énergétique. Ça, c'est pour la mobilité. Et la réponse aussi pour la production. Et c'est là qu'intervient Biogaz. Je vais vous le détailler. L'hydrogène produit, vous le savez, aujourd'hui, la majorité de l'hydrogène est produit à partir de vaporeformage d'hydrocarbures. On est donc sur de l'hydrogène extrêmement carboné. La production d'hydrogène sur ce type, on met 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. On est sur des unités de production de très très grosse taille, généralement directement installées à côté des industriels qui utilisent cet hydrogène. On a donc un modèle centralisé de production d'hydrogène. Cette façon de produire l'hydrogène ne peut pas répondre à la mobilité, qui elle est un usage diffus de l'hydrogène. Et surtout, on a besoin d'hydrogène renouvelable, donc certainement pas cet hydrogène carboné. Au mieux, on va pouvoir capter le CO2 sur ces installations, on produira de l'hydrogène bleu, on peut y mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on veut, ça restera de l'hydrogène carboné, mais ça reste mieux. Laissons ce mode de production aux vecteurs industriels qui sont des gros consommateurs et qui vont s'installer directement à côté des unités de production. Quand on parle d'hydrogène vert, d'hydrogène renouvelable, c'est de l'électrolyse de l'eau. Oui, l'électrolyse de l'eau permet de produire de l'hydrogène renouvelable, si tant est que l'électricité qui l'alimente est elle-même renouvelable. Et on peut constater que si on comprend un électrolyseur alimenté sur le mix européen d'électricité, cet hydrogène va devenir fortement carboné parce que chaque pays a son mode de production d'électricité. Et donc sur ce mix-là, on a quand même de l'hydrogène avec beaucoup d'émissions de carbone. Donc effectivement, il faut de l'énergie renouvelable qui, elle, coûte de l'électron vert qui coûte cher. Et pour stabiliser les modèles économiques, on est obligé un petit peu de grossir les projets d'électrolyse. Et donc, on retombe un petit peu dans le premier modèle avec une production centralisée où on va faire des gros électrolyseurs pour équilibrer le modèle. Et donc, la production centralisée ne répond pas à l'usage diffus de la mobilité. Comment associer la maturité de la technologie de vaporeformage, une technologie qui a des décennies qu'on maîtrise très très bien, au caractère renouvelable de l'électrolyse de l'eau, simplement en substituant l'énergie fossile qui alimente le vaporeformage par de l'énergie renouvelable, du gaz renouvelable. C'est donc le biométhane. Comment répondre à la demande diffuse de la mobilité en décentralisant la production, en prenant ce gaz renouvelable là où il est produit de manière extrêmement éparse sur les territoires, en prenant le biogaz. Et donc, biogaz, et donc la production d'hydrogène directement à partir de biogaz, elle s'applique à une échelle d'un territoire et on a de l'hydrogène local et compétitif. Je vais vous expliquer comment.
Le procédé VaBiogaz, c'est la collaboration de plusieurs entités qui ont amené leur savoir-faire sur différentes étapes du procédé. L'idée première étant de faire de l'hydrogène compétitif, effectivement. Pour ça, il faut de l'énergie compétitive, c'est-à-dire peu chère. Donc l'idée était de valoriser du biogaz qui est peu ou mal valorisé. Notamment, sur les sites d'enfouissement, on a du biogaz qui est valorisé sous forme de cogénération, au mieux, chaleur et électricité. Et donc, on est parti sur ce biogaz, qui est quand même le pire des biogaz à traiter, pour produire hydrogène. Et on a développé donc, le procédé sur un site d'ISDND, chez notre partenaire Trifil, pour développer le procédé. On a attesté de la pureté de l'hydrogène que l'on produisait à partir de ce biogaz. On a alimenté des véhicules à hydrogène à la suite de ce procédé. Il a fallu optimiser et industrialiser un petit peu le procédé, donc containeriser les différents équipements, travailler sur les notions de catalyseur pour justement avoir un catalyseur performant malgré la dilution du méthane dans du CO2, dans de l'azote, dans de l'oxygène. À partir donc de ce biogaz qui est donc peu valorisé, on a donc une ressource énergétique qui coûte pas cher en entrée. Et on se rend compte que le procédé via biogaz s'intègre complètement dans la boucle de méthanisation notamment et permet d'améliorer également le modèle économique. Le procédé technique, comment ça fonctionne? On a repris la technologie de vaporoformage qu'on a remis à plus petite échelle. Il est décomposé en plusieurs modules. Le premier module, c'est ce qu'on appelle le module d'alimentation. C'est celui qui va traiter et mettre en œuvre les différents réactifs. Pour la réaction de vaporoformage, on a besoin du biogaz. C'est un procédé qui va fonctionner sous légère pression et donc on va comprimer le biogaz. On a également besoin d'eau déminéralisée, donc on va avoir une unité de traitement de l'eau pour déminéraliser cette eau. Ensuite, on a le module de production de reformat. C'est le cœur du système. C'est là où se passe la réaction thermochimique avec deux procédés qui vont très bien l'un avec l'autre, le vaporoformage et le water gas shift, qui sont deux réactions catalytiques qui s'enchaînent très très bien. Dans le fonctionnement, on a des tubes de reformage dans lesquels vont être préchauffer, surchauffer les différents réactifs pour entrer sur le lit catalytique où se trouve donc le catalyseur. C'est là que se produit la réaction. Le reformat ainsi produit va ensuite ressortir de ces tubes et participer au préchauffage des différents réactifs. Ces tubes sont placés dans une chambre de combustion qui est elle-même alimentée donc par un brûleur, alimentée en partie par du biogaz et qui va amener l'énergie thermique nécessaire à la réaction. Le reformat produit, donc ce mélange riche en hydrogène, va ensuite être séché. Donc on va refroidir ce reformat pour en extraire eau qui pourra être recyclée en tête du procédé et alimenter l'unité de traitement d'eau. Puis cet hydrogène va être purifié à travers à nouveau une technologie qui se couple très très bien avec le vaporoformage, qui est la technologie de PSA. Le PSA va produire deux flux de gaz. Le premier, de l'hydrogène pur, c'est ce qu'on cherche à produire. Et le second flux, c'est ce qu'on appelle le gaz pauvre, qui contient une partie d'hydrogène qui n'est pas passée à travers les PSA et des traces de méthane et de CO qui n'ont pas été converties. Donc on a un flux qui contient encore de l'énergie. Ce flux d'énergie est ramené en tête du procédé dans le brûleur pour limiter la consommation de biogaz que l'on fait en tête. Quel que soit le mode de production d'hydrogène, l'hydrogène doit être conditionné. Pour le conditionner, il faut le comprimer. Donc on associe donc un compresseur qui va être adapté en fonction de la typologie du projet avec deux possibilités sur cet hydrogène. Soit cet hydrogène alimente directement une station de distribution sur le site de production, c'est le meilleur modèle. Soit on va devoir transporter cet hydrogène vers des sites plus pertinents en termes d'usage et des stations attenantes. On va donc remplir des stockages, des bouteilles, des trailers qui vont ensuite être amenés vers les stations. On va consommer en moyenne 10 normomètres cubes de biogaz pour produire 1 kg d'hydrogène.
La variation dépend du taux de méthane qu'on va avoir dans le biogaz, que ce soit du biogaz de méthanisation ou du biogaz d'ISDND, on va avoir une richesse différente, mais également des autres gaz que l'on va trouver dans ce biogaz, typiquement de l'azote, qui peut également diluer le méthane. On a travaillé donc sur la containerisation, je vous le disais, en containerisant donc les parties de production de reformat et la partie séchage du reformat dans des modules containerisés sur des échelles de 200 et 400 kg par jour. Ça permet d'avoir des tailles déjà qui correspondent un peu aux usages qu'on a aujourd'hui, et puis d'avoir des projets qui peuvent se faire de façon séquencée, c'est-à-dire qu'on va ajouter des modules à mesure que les usages vont augmenter. Tout le reste du procédé étant, lui, dimensionné pour une échelle finale du procédé. On a un fort effet d'échelle sur le PSA et sur le compresseur. Je vous disais, le VaBiogaz s'intègre bien dans le procédé global de la méthanisation. On va prendre un plan simple où le biogaz est enrichi pour faire donc du biométhane et donc injecté pour faire du bio-GNC. C'est très bien, c'est le bio-GNC qu'on va distribuer sur nos stations, c'est parfait. Si on prend une partie de ce biogaz, ou si on a un surplus de biogaz qui ne peut pas être purifié parce que l'unité d'enrichissement a une certaine taille, eh bien on peut donc l'injecter sur le procédé VaBiogaz et produire de l'hydrogène. VaBiogaz a un rendement moyen de 70%, hydrogène sur biogaz entrant, le reste étant dissipé sous forme de chaleur qui est facilement récupérable pour les besoins de la méthanisation, mais également pour du séchage ou diverses activités qu'il peut y avoir sur ce même lieu de production. On a donc deux vecteurs énergétiques, le bio-GNC et le biohydrogène, à partir d'une seule ressource locale, qui est le biogaz. On va avoir deux procédés qui vont produire du CO2 biogénique. Je vous l'ai dit, produire du CO2 biogénique, c'est bien. Le capter et remplacer, lui, du CO2 fossile, c'est mieux. Donc, on va avoir deux flux de CO2 qui peuvent s'intégrer dans un système de purification du CO2 et récupérer du CO2 biogénique. On a donc maintenant 3 valorisations sur ce même vecteur qui est le biogaz. Plus on va produire d'hydrogène, plus on va capter de carbone. Donc, on a un équilibre qui peut se faire aussi en augmentant la capacité de production et donc capter davantage de carbone. Et puis, un autre point, ça ne va pas trop plaire à GRDF, mais je vais le dire quand même. Une fois que le gaz est injecté dans les réseaux, ce biométhane dépend quand même du cours du gaz. Et on a vu l'année passée des augmentations incroyables du cours du gaz qui a complètement bloqué la filière bio-GNC, avec nos clients qui ont laissé leur véhicule bio-GNC au garage et ont repris leur vieux diesel. Le fait d'extraire le biogaz du réseau et de le valoriser sous forme d'hydrogène permet de s'extraire du marché de l'énergie. On sait combien coûte le biogaz, on sait très bien son coût de production et on a une vision à très long terme de ce coût de production et on sait combien coûtera notre hydrogène à long terme et sur toute la durée de vie d'un projet. Mon dernier slide, c'est des recommandations d'ordre général qui ne s'appliquent pas forcément à VaBiogaz mais qui rentrent dans tous les cas de figure d'un projet hydrogène. La première, ça va être bête, mais il faut commencer par la fin. On ne fait pas un projet hydrogène si on n'a pas d'usage. Donc, il faut commencer par les usages. Il faut d'abord, avant de penser comment on va faire l'hydrogène, à trouver les usages. Trop de projets qui étaient très beaux sur le papier ont été stoppés parce qu'il n'y a pas d'usage. Donc, on commence par la fin. Et on a une vision à court terme parce qu'il faut initier le projet, il faut avoir des premiers usages pour justifier des investissements, mais avoir une vision aussi à moyen terme. Une station de distribution hydrogène voit sa charge augmenter sur les 5 à 7 ans, ces 5 à 7 premières années. Donc il ne faut pas se bloquer sur les usages à très court terme. Le deuxième point important, c'est la notion d'écosystème. Je vous le disais, on est dans une vision locale de l'énergie. On ne fait pas de l'hydrogène tout seul dans son coin. On a besoin d'un réel consortium, d'un réel écosystème avec des producteurs.
certes, des distributeurs et des consommateurs, ça fait sens, évidemment, mais les notions aussi de sous-traitance. Qui va transporter l'hydrogène? A-t-on des services de maintenance autour des véhicules hydrogène? Et donc la notion de sous-traitance est également importante d'intégrer dans un écosystème. Et dans tout ça, les collectivités ont un rôle extrêmement important à jouer en termes de lien entre les différents acteurs du territoire, mais également en termes de donneurs d'ordre. Ils créent des appels d'offres et peuvent pousser le vecteur hydrogène si c'est un choix d'ordre politique. Juste pour conclure, parce qu'il est déjà dépassé. Dernier point, c'est le prix final de l'hydrogène. Alors, je n'ai pas parlé de prix de l'hydrogène. Effectivement, il y en a qui peuvent être un peu frustrés. Eh ben, en fait, ça dépend. Ça dépendra des modèles. Parce qu'on va certes regarder le coût de production. Donc là, dedans, on va regarder combien me coûte mon biogaz. Ai-je d'autres valorisations sur le CO2? Est-ce que je valorise également ma chaleur? Donc, ce qui vont permettre d'améliorer le modèle économique de l'hydrogène. Et ensuite, il y a tous les autres points qui se rajoutent, qui sont le transport. Si je distribue mon hydrogène là où il est produit, il sera forcément moins cher. Si je dois le transporter sur 1, 2, 3 points, on va ajouter des coûts. Le nombre de stations de distribution, à chaque fois, on va investir dans une station et 2 stations vont coûter plus cher. Et ce qui apporte au final, ce n'est pas le prix de production de l'hydrogène, c'est le prix à la pompe. C'est pour l'utilisateur qui va certes regarder le prix de l'hydrogène, mais finalement qui va regarder, lui, un TCO, le TCO de son véhicule. Et donc, le prix de l'hydrogène rentre en compte, bien évidemment, mais il y a également tous les avantages fiscaux qu'il peut récupérer avec la tire verte, les aides sur son véhicule, les processus de suramortissement, le coût de la maintenance de son véhicule, et c'est ça, finalement, qui va décider l'acquisition ou non et le choix du vecteur hydrogène. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, une question, je suis désolé pour respecter le timing, si vous en avez une dans la salle. Madame Gauche. Merci. Carole Couer de la société Vert des Mobiles Biogaz, spécialisée dans la valorisation de gaz d'origine renouvelable, dont le biohydrogène. Alors, ce n'est pas tant une question, moi, je voulais... déjà, merci Cyril pour ta présentation, on se connaît plutôt bien. Cette techno, en fait, elle est pas... On ne fait pas assez de promotion sur cette techno qui a de nombreux avantages, d'ailleurs. Ce que je voulais juste préciser, c'est plus un complément d'information pour les personnes dans la salle où je pense que nombre d'entre vous, vous êtes... vous avez déjà entendu parler de RED 2, même RED 3 sur le biométhane, entre autres. Sachez que depuis août 2023, l'hydrogène qui est produit par Vaporeformage est aussi dans la material list de l'ISCC, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme finalement un gaz d'origine renouvelable au même titre que le biométhane sur certaines installations. Donc c'est quand même un petit pas aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup d'électrolyse d'hydrogène vert d'origine non biologique, mais celui-ci en est aussi, même s'il est d'origine biologique. Et voilà, tout ça pour vous dire aussi qu'il peut y avoir des solutions, même si vous n'êtes pas tout à fait à côté d'un méthaniseur ou à côté d'un réseau. On peut aussi discuter sur ce genre de projet si vous êtes un peu excentré. Voilà, à partir de BioGNL par exemple, voilà, il y a pas mal de solutions. Mais voilà, je voulais juste du coup en profiter pour te remercier d'avoir parlé de cette techno. Voilà, merci. Merci, Carole. Ouais, une dernière question, éventuellement. Une question cette fois-ci, peut-être. Non, mais du coup, Ah si, pardon, monsieur. Vous parliez du coup pour les usages, c'était la première question qu'on devait se poser dans un projet de biohydrogène, et vous aviez aussi parlé de votre technique sur les voitures. Du coup, vous avez déjà trouvé des moyens de valorisation dans votre système ou avec les collectivités locales pour le transport ou... Alors, je ne suis pas spécialiste du rétrofit, hein, c'est mes collègues qui en parleront mieux, mais aujourd'hui, on a basé la solution du rétrofit sur un porteur 26 tonnes, et typiquement qui correspond à des usages sur des bennes ordures ménagères. Donc voilà, la boucle est bouclée, et la benne ordures ménagères, les ordures, la mobilité, il y a une logique. Ouais, donc c'est plus sur des projets de type collectivité pour l'instant que le biohydrogène aurait un moyen de valorisation en fait. Oui, en premier lieu, et de toute façon, les collectivités sont le moteur.
généralement, c'est eux qui vont mettre la première pierre à l'édifice. Après, les autres vont suivre. C'est souvent les collectivités qui lancent le premier pas. Merci beaucoup, Cyril. On va passer maintenant à la technologie de H2 Genio. Pardon, H2 Genio, je ne sais pas comment le prononcer, d'ICTech, avec François Lambert. Donc, voilà, François a été impliqué dans le biogaz depuis 2010 et donc du coup travaille maintenant depuis 3 ans, a travaillé 3 ans chez Azola et aussi à ICTech. Et maintenant, il va présenter H2 Genio, comment produire de l'hydrogène sur les sites des utilisateurs, donc depuis du gaz naturel ou du biogaz, comme on vient de le voir. Merci François, et à toi. Thank you, Mathieu. I'm going to do the presentation in English. Some people speak English, it's no problem for me. And then the questions, if you want to ask them in French, there won't be any problem afterwards. To start with, just going to introduce IZTech. IZTech was created in 2003, so we celebrated 20 years of activity last year. It's an engineering company. We develop projects as well. Our main activity in the end is to build, install, commission plants in all kind of chemical treatments and gas treatments and energy. We do everything, literally turnkey plants. That's really what we've been doing for 20 years now. In 2018, we acquired Sterling Cryogenics. That gave us the capacity to work with very low temperatures plants with the cryogenic generator from Sterling that can literally go down to almost 0 Kelvin or 20 Kelvin, which is useful if we need to liquefy hydrogen. Nowadays, there's still 4,000 Sterling units still running. It's very simple and very reliable system. Again, it's in all kind of processes and industries. It was created originally by Philips for their own processes in electronics and the chemical world. Now we are 70 people working at IZTech, and we have a budget of 30 million euros. And in 2022, we were basically linked with Nippon Gases. So Nippon Gases are shareholders of IZTech. And my next slide, I'm just going to introduce a little bit Nippon Gases on what they do and what we do with them. Nippon Gases is a technical gas supplier. It's part of the Japanese holding Mitsubishi Chemicals and Nippon Senso Holding. And IZTech joined Nippon Gases as technical supplier for them. So we've been building plants for them, and that's what we do. We supply the technologies, and they add value to the gases for them. Now, what do we do at IZTech? We do standard units, and like I say, we build plants. So we do biogas upgrading, separation into biomethane. We do liquefaction of biogas or producing basically LNG. We do CO2 recovery. Everything is linked. We liquefy the CO2 as well. Like I said, we can do customized plants. Of course, in liquefactions, boil off gas recovery, like on boats. All that through the Sterling Cryogenics facility. Any special plant
or projects, pilots or prototypes we can do in engineering and chemical or gas industries. Now I'm going to switch to the H2GNO. And like you say, for 7, we're using similar technology. So what we do, H2GNO, we produce hydrogens on site of users. And like you said, it's a very important feature to be able to produce it on site of the users. From natural gas, of course, and from biogas or biomethane. This is based on the SMR process. For those of you who don't know, I will recombine CH4 with H2O. First reaction produces CO and H2, and we got a second reaction to produce some CO2 and some H2. That's basic of the SMR. I'm going to show just the inside of a SMR reactor. I use a sketch because it's fairly simple, and with a few numbers it shows briefly how it works. We need heat, and the process is occurring around, I mean, we say here it's showing 850, but it can also occur lower temperatures. That's what we do. So we use a fuel. We can be CH4 or other gases, which I'm going to talk about in a minute. Air, of course, to heat up. And then we got the SMR chambers, where the basically the process is occurring between the CH4 and the steam, with a catalyst within the chamber, and it produces the syngas. And of course, we got flue gas or exhaust gases. So that's the general way of a SMR process. How we integrate it in our technology, the H2GNO technology, is what we call the fuel processor. I'm not going to show everything what is inside the circle, because there's a part of our knowledge, but it's fairly similar. We use a feedstock gas, which is CH4. We use a little bit to start the heating up, to create the heat at the beginning of the cycle of the unit. And the ambient air is used to combine with the CH4 to produce a heat. Of course, there are some pretreatment, desulfurization, and other pretreatment systems using carbon filters. Then part of this CH4 is injected in the fuel processor with the tap water. Of course, the tap water needs to be pre-treated as well. Turn into steam, and this is how we reformate the CH4, get all the gases, and like your systems, we need to cool it down, dry it, and compress it to go through the PSA. We get the H2 on one side, and what we call the tail gases, which include some CO2, some CO, other gases, retreat them, and we get the exhaust gases, which can be, of course, the gases that can be emitted in the atmosphere, and eventually the CO2 that we can recover as well with our technology. Very similar process to yours. Now we'll look at our capacities. At IZTech, we work a lot in containers. Like you saw, we built standard units, industrial units. So the lowest capacity we can work on is between 20 and 40 normal cubic meters an hour of H2, and that fits in a 20-foot container. And that's one fuel generator. If we put 3 fuel generators in a 40-foot container, we can produce 120 cubic meters of H2 an hour. The use of the containers
is fairly convenient because we can actually add containers side by side to increase the capacity. Within 40-foot container as well, we have a redundancy because we got 3 fuel generators. So if one is in maintenance or is down, you still producing your H2. Very important in industry, you know, where they want 24 hours a day production and very linear production. So redundancy is a good advantage. The hydrogen purity we can get through is grade 4.0 up to 6.0. Again, it depends on what the customer wants, but most of the time this is the requirements we have. Working pressures really depends on what we have, whether it's in feed or out feed. We will adapt to what the customers really need. Couple of examples of things we've done to feed fuel cells. I mean, you know, for instance, if you want for vehicles, that's a small container, 40 normal cubic meters an hour, with a grade 6.0, so it needs to be very, 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 very high purity hydrogen for the fuel cells. And if you see the power consumption, it's under 18 kilowatts. For those of you who are in the biogas, who have biogas plants, 18 kilowatts is one transfer pump in a biogas plant, or a mixer in one of the digesters. So it's pretty low electricity consumption. Then, like I said, you know, other pressures and specs upstream or downstreams are fully adaptable. Another application, sorry, need to go forward. This is an example of 120 normal cubic meters capacity container. Then the bottom photo, you can actually see the 3 fuel processors and SMR generators. In this case, we need lower purity. That was straight for steel industry, and they are using the hydrogen in their heating process because of the heating capacity of the hydrogen and the good control on the heat they can get out of it. And again, if you see power consumption, it's 3 times the capacity of the 40 normal cubic meters, but it's only double power consumption. So yes, it is efficient in a way. High purity hydrogen. Talking about applications, we talk about transport, but this is all the kind of applications we've done so far. From these H2 Genio units, nowadays we've built more than 200 of them. Steel industry, chemical industry, R&D are usually for small units, so it's a small containers with smaller capacities. Pharma and biotech, I know Philips did use one at some stage. And coming to transport, like you said, it's some new markets for us. And at the moment, we're building some units for the trains in Italy. We are going to supply the hydrogen for the first Italian hydrogen train that is going to be running from next year or early 2026. Just to summarize, so with IZTech, steam methane reforming, we produce high quality hydrogen from natural gas, biogas as well. The advantage of the containerized unit, it's easy to install and set up. It's plug and play, literally.
What the customers want is very linear and continuous production, especially in industry. And we can achieve that, increase capacities with multiple modules for higher capacities, and redundancy in case of when there is maintenance or breakdown. And to conclude, just would like to say or remind that the HY stands for hydrogen in HySyTech. It's been like that for 20 years now. Thank you. Thank you very much, François. So, question, des questions? François? Oui, monsieur. Adrian Sir for Alsys Group. One question regarding reforming. Do you plan on doing anything with the CO2 which is going out of the unit? The CO2, I mean, on the big plants, they do recover the CO2, and again, it depends on what the end user, what they want to do. HySyTech, we got the technology to capture the CO2, and in fact, through Nippon Gases, we can commercialize the CO2. So it's really another brick, which is part of our product portfolio. So the CO2 capture comes as another brick. Again, it depends on the customer requirements, and that's all personalized basically and customized. Okay, thank you. Other question? Well, if I may. No, you can go ahead. Okay, thank you. Just again regarding CO2, do you have is there something like, let's say, a scale up to which it's interesting to do CO2 capture, or it becomes like a mandatory thing, or is it really mostly depending on the customer's activity and it doesn't have anything to do with like the scale of H2 production? A lot is a matter of cost, and like you said very, very well, we have the technologies. The technologies have a cost, but what we do with the gas, or basically where do we buy it, or what do we do, it's a lot of matter of logistics. Whether you get it from the pipes, you get it from the trailers, you know, on the tube trailers, the amount of hydrogen you have on tube trailers is, I think it's about like 5,000 normal cubic meters or something like that. That's not very much. And for a steel industry, I mean, they're pretty small capacities. But remember, we're talking about Italy, Switzerland. I mean, we got customers. We don't have any of these units in France. I know you saw Air Liquide, but that was actually for, I think it's an Italian company. Some of the steel industries in Italy, there's lots of steel industries which are pretty small. So these capacities are well adapted for them. And you lower your transport cost. You got a very level and linear production, and this is really what they're looking for. Devant. So my question is, among the 200 references or units running, how many of them are using biogas today? Or are they using biogas or biomethane? There are not that many on biogas today. Many of them are, I mean, if you take industry, they plug to the grid. For reason, well, you avoid having trucks coming in and out. You got that linear production. And why it's more for the use of hydrogen, because you know that hydrogen got that high level of heat, which is very regular, and we can monitor. It's to replace other fuels, really. So that's one of the main applications.
but like other applications, you know, if you are in France, you know, of course, you know, you buy your, you know, guarantees your paper biogas from the grid. It may not be the molecule that comes from the farm next door, but it can be considered as a biogas. Basically, the technology exists. It's fully industrialized. You know, for more than 20 years, it was the original of Isitech. And then now the application is just to put it in places where you can actually make it greener. It is in a way, you reduce the cost, you reduce the amount of transport, you reduce your cost. It's a good way just to start, you know. It's one way, you know, you need multiple sources, and not all the sources will be all green or, you know, CO2 negative, or, you know, really, I'm going far away, CO2 negative, not all of them can be. And then if you want to transport it to another point, even if you were working from a biogas plant, the transport itself is another issue. How do you transport it? Do you compress it? When you compress it, you need more energy to compress it. If you want to liquefy it, I can tell you, we do it, we liquefy H2, but the amount of energy to go from minus 160 to the, well, I'm going to say 20 Kelvin degrees. We think, oh, 20 is nice. Minus 250, that is. The amount of energy is huge. So again, really, one of the good points is to produce it on site of users. You rarely have a biogas plant right next to steel industry. Thank you François, merci beaucoup. On va passer maintenant à une séquence sur la pyrolyse du méthane, enfin je dirais vulgarisée, avec du coup Patrick Peters qui travaille pour Spark Cleantech. Patrick travaille depuis plus de 20 ans dans les domaines de l'environnement et de l'énergie, traitement des eaux, valorisation des déchets, production et valorisation de biogaz, et plus récemment sur une technologie d'extraction de lithium. Patrick a passionné de technologie, plus particulièrement de technologies de rupture qui ont un impact significatif sur notre planète. En 2022, Patrick rencontre Erwan Panier, jeune chercheur et entrepreneur, qui a développé une nouvelle voie de production d'hydrogène décarboné à partir de biométhane de façon décentralisée, ou de méthane également. Directement chez le consommateur, Patrick et Erwan s'associent pour fonder Spark Cleantech, qui est en phase d'industrialisation de sa technologie. Patrick, je te laisse la main. Merci. Bonjour à tous. J'en profite qu'on aura aussi un temps d'échange de questions. We have another time of question afterwards all the presentation. So if you have some other question for the participants, you can ask at the end of the roundtable. Ça va arriver, j'imagine. Oui. Peut-être faire une petite introduction de ce qu'est Spark. Ouais, ça vient. Peut-être en introduction, ce que je voulais dire. Nous, effectivement, je parlais de plasmalyse. Alors, globalement, c'est ce qu'on développe, la technologie qu'on développe chez Spark. Nous, clairement, Spark, la vocation de Spark, c'est de décarboner. Donc, ce qu'on pense, c'est que si on veut décarboner, vaut mieux développer des procédés qui n'émettent pas de CO2. Je pense que c'est mieux. Et donc, c'est ce qu'on fait chez Spark. La plasmalyse, globalement, c'est un procédé qui va permettre de dissocier une molécule de méthane en hydrogène et en carbone solide. Carbone solide qu'on va valoriser. Donc, les deux gros avantages qu'il y a à ça, c'est d'avoir des consommations d'énergie et d'électricité notamment qui sont faibles. C'est peut-être parce que j'ai envoyé un PDF, donc qui est ça, Eugène. Donc d'avoir des consommations d'électricité qui sont faibles et d'avoir un deuxième produit avec l'hydrogène qui est le carbone qu'on sort sous forme solide, qui est un produit industriel et qui permet d'avoir une équation économique qui est très favorable et avec des objectifs de produire de l'hydrogène et de l'énergie finalement décarbonée qui puisse être compétitive avec du gaz naturel et donc des énergies carbonées. Ah, voilà.
Et donc voilà. Et nous, on pense également, comme ça a déjà été dit, qu'il faut arriver à faire des installations qui sont délocalisées directement là où on va utiliser l'hydrogène. Et donc c'est ce qu'on fait avec la technologie qu'on développe, qui est un plasma froid nanopulsé, pour entrer dans le détail que je vais vous présenter. Donc globalement, l'équation, celle que vous voyez en haut, un CH4 vers hydrogène et carbone solide. Donc l'introduction a déjà été faite. Donc effectivement, on est 3 cofondateurs. Donc moi-même, j'ai une longue carrière dans l'énergie, l'environnement. Erwan est ingénieur et docteur à Centrale, où il a développé la technologie, ou plus précisément, il l'a appliquée à la production d'hydrogène et de carbone à partir de méthane. Et Alban nous a rejoint il y a à peu près 5 mois. Alban est polytechnicien, il a une longue carrière chez Total, et donc il va s'occuper de la partie opération et donc de développement de la technologie. On est dans une phase de développement technologique, donc on a besoin de soutien par rapport à ça avec des fonds. On a fait une première levée de fonds l'an dernier, mais aussi une équipe et un écosystème qu'on crée autour de nous. Et donc on s'est entouré de gens qui viennent de l'industrie, de gens qui viennent de l'énergie, qui sont des entrepreneurs, pour nous aider à développer cette technologie. Et donc pour nous, c'est très important d'avoir cet écosystème autour de nous pour pouvoir développer la technologie et aussi positionner la Plasmalis dans l'écosystème. Donc les 3 gros enjeux auxquels on s'attaque, c'est si on veut décarboner, il faut produire de l'hydrogène qui est décarboné, et donc arrêter les productions par SMR qui sont émetteurs de CO2. Aujourd'hui, quand on parle d'hydrogène vert ou décarboné, Cyril, tu l'avais mentionné tout à l'heure, on parle beaucoup d'électrolyse de l'eau, mais les consommations d'électricité par l'électrolyse sont énormes. Je vous ai mis le chiffre de 6250 TWh d'énergie à déployer pour arriver à nos objectifs en 2030 au niveau mondial. C'est un quart de la production d'électricité actuelle. Donc on pense qu'il y a un petit sujet là. Et donc nous, l'objectif, c'est de diviser par 5 le besoin en électricité par rapport à ce qu'on fait par électrolyse. Et dernier point, produire l'hydrogène directement là où on va le consommer, pour éviter effectivement tous les coûts de transport, mais ça a déjà été mentionné. Donc la technologie, globalement, on a représenté la foudre. C'est une foudre qu'on va maîtriser en boîte, globalement. C'est un arc électrique qu'on va déployer, qui va permettre de faire une soupe d'électrons, qui va permettre de casser les molécules. Donc ça fonctionne sur différentes molécules, en l'occurrence sur le méthane, donc pour le dissocier en hydrogène et en carbone solide. Quand on fait 1 kg d'hydrogène, on fait 3 kg de carbone solide. C'est important derrière dans les équations économiques qu'on a derrière. Et donc, on est sur un procédé qui est non émittif. Il n'y a pas d'oxygène dans le process, donc pas d'émission de CO2. Pour nous, encore une fois, c'est important de développer des technologies de rupture qui ne produisent plus de CO2. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et avec, comme je l'ai mentionné, des consommations électriques qui sont faibles. Donc le cas ici qu'on déploie sur le biométhane, globalement, l'idée, c'est de démultiplier l'effet de décarbonation qu'on peut avoir avec le biométhane en sortant le carbone et en produisant de l'hydrogène qui a une empreinte effectivement qui est carbone négative. Alors, on n'a pas compté moins 26, nous, je ne sais pas comment on arrive à ça, mais on pourra en discuter. Et pour des usages qui vont être des usages délocalisés, locaux, on a parlé de mobilité lourde, d'usages industriels délocalisés. C'est ce qu'on va targeter avec les installations de biométhane. Donc le carbone, je l'ai dit dans l'équation, est important. Aujourd'hui, il y a un marché du carbone, du noir de carbone ou équivalent qui existe, qui est à peu près, on va dire, 18 ou 20 millions de tonnes par an, notamment pour l'industrie du pneu, tout ce qui est caoutchouc, des plastiques, etc. Donc on consomme aujourd'hui beaucoup de noir de carbone. Et c'est vital dans l'équation. Comme je disais tout à l'heure, 1 kg d'hydrogène, c'est 3 kg de carbone. Le prix du carbone, c'est de l'ordre de 1 500 à 2 000 euros la tonne. Et donc, quand on a 3 kg de carbone ramenés à l'économie d'hydrogène, c'est très important. Et donc, ça réduit de façon très importante le coût de l'hydrogène. Et donc, c'est ce qui nous permet notamment de viser en fait
prix de production de l'hydrogène qui permettent de produire de l'énergie de façon compétitive avec le gaz naturel. On l'a évoqué tout à l'heure en introduction, effectivement, on travaille sur du biométhane, donc avec cet effet démultiplicateur de décarbonation, mais on travaille aussi sur des sujets plus industriels, où l'idée c'est d'utiliser du gaz naturel qu'on va décarboner, on va sortir le carbone pour décarboner l'industrie, notamment des process de haute chaleur industrielle qui fonctionnent au gaz naturel, donc qui ont beaucoup d'émissions de CO2 qui sont liées, on va y revenir derrière, qui n'ont pas de voie d'électrification, ils n'ont pas de solution clairement par rapport à ça, et donc ils se tournent vers l'hydrogène et ils se tournent vers nos solutions spécifiquement parce qu'effectivement ils voient des problématiques sur l'hydrogène à partir d'électrolyse qui est liée à la capacité d'électricité à déployer et au coût unitaire de l'hydrogène. Pour revenir sur le carbone, on va venir juste derrière sur l'équation CO2. Le carbone aujourd'hui, le noir de carbone, il est produit à partir de gaz et de pétrole. C'est un produit qui émet du CO2, donc c'est de l'ordre de 2 kg il y a différents chiffres entre 2 et 3 kg de CO2 par kilo de noir de carbone produit. Et donc, quand on va valoriser le carbone qu'on produit avec les Spark Box, on va remplacer des productions actuelles et donc encore intensifier l'impact CO2. Ici, on a fait quelques calculs dans le graphe que vous voyez à gauche. Là, on est sur des kilos de CO2 émis au mégawattheure. Donc, on compare le gaz naturel à gauche qui est autour de 240. C'est des chiffres pour la France, chiffres de l'ADEME. Donc, on est à 240 kilos de CO2 émis quand on va brûler du gaz naturel. Et donc, c'est ça qu'on va targeter. Quand on travaille avec du biométhane, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 50. Donc, quand on va substituer du gaz naturel avec du biométhane. Quand on fait de l'électrolyse de l'eau ou de la plasmalyse, on est autour de 80. Donc, on a un effet qui est un peu moins bon que le biométhane, mais qui est, je dirais, équivalent. Et par contre, ce qui est remarquable, je pense, et ce qui place beaucoup d'intérêt dans le travail de production d'hydrogène à partir de biométhane, c'est qu'on va avoir une empreinte qui est négative. Donc, on est à moins 240 kg à peu près de CO2 par mégawattheure. Et donc, globalement, on va effacer les émissions liées à la combustion du gaz et on est quasiment à l'inverse. Donc voilà, deuxième point, je l'ai évoqué à l'instant, quand on va valoriser le carbone, en fait, on va remplacer des usages actuels et des productions actuelles émettrices, et donc on va démultiplier l'effet. Et on va rajouter 6 kg à l'équation. Donc ça veut dire que quand on travaille sur du gaz naturel, globalement, on va être à peu près à 3,3 kg de CO2 économisés sur la production d'hydrogène. Et quand on est sur du biométhane, on va passer dans nos calculs à moins 14. Donc l'effet est massif. Pour revenir sur la plasmalyse, donc c'est une technologie en fait qui va permettre de séparer des molécules. Un plasma, c'est une soupe moléculaire en fait qu'on va déployer et qui va monter très vite en température. Donc vous avez différentes gammes de plasmalyse. Et ici, vous avez un exemple d'une usine aux États-Unis qui a été mise en service il y a à peu près 3 ans, qui est un plasma qu'on appelle thermique, c'est-à-dire qui fonctionne à haute température. C'est de l'ordre de 20 000 degrés au cœur. Et donc, Monolith a fait une usine qui produit aujourd'hui 12 tonnes d'hydrogène par jour, donc ce qui est important. Et ils ont permis de démontrer que la plasmalyse avait sa place, que ça permet de réduire les consommations d'électricité. Ici, on est à 25 kWh par kilo d'hydrogène produit, c'est-à-dire la moitié d'un électrolyseur industriel. Donc, on a déjà fait ce chemin-là. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer ce process-là en travaillant sur des températures contrôlées pour éviter les montées en température à 20 000 degrés, contrôler à quelques centaines de degrés et permettre d'optimiser l'aspect énergétique. Et donc pour ça, on travaille avec un plasma nanopulsé.
C'est-à-dire qu'on va déposer de l'énergie dans le plasma à la nanoseconde pour éviter les montées en température du plasma et permettre d'optimiser l'aspect énergétique. Et notre target, c'est de passer à peu près à 10 kWh par kilo, 10 kWh d'électricité par kilo d'hydrogène produit. Et donc, c'est par cette voie de contrôle thermique qu'on pense que cette target est atteignable. Voilà, vous avez ici un peu de détails sur les consommations électriques de l'électrolyse, hein, qui a le minimum théorique qui est à 40. Industriellement, c'est plutôt de l'ordre de 50-55. Le plasma, le minimum théorique est à 5, ce que vous voyez en violet foncé en bas. Monolithe aujourd'hui est à 25, donc à 5 fois le minimum théorique. Et nous, la target est de réduire, de diviser par 2,5 encore ce besoin en électricité pour produire de l'hydrogène et du carbone. Voilà, donc nous on est en développement technologique, donc en phase d'industrialisation. La technologie sort des labos de Centrale Supélec sur le plateau de Saclay au sud-ouest de Paris. On a fait notre première levée de fonds, on est en train de construire un pilote qui va être déployé sur du biométhane en centre Val-de-Loire, qui sera livré en avril de cette année. Et on a un plan d'industrialisation avec une série de pilotes, un deuxième pilote qui viendra derrière. Et notre target, c'est de réussir à faire une première commerciale entre 2025 et 2026. Voilà. Merci à tous. Merci Patrick. Qui a été plutôt rapide, donc on a pas mal de temps de questions si vous en avez. Do you have some questions? Je vais lancer. On oppose souvent du coup gaz naturel et biométhane. Là, dans ce cas-là, quel serait votre avis par rapport à ça? Je pense que de décarboner le gaz fossile est important. Aujourd'hui, on a beaucoup de process industriels qui fonctionnent à partir de gaz naturel et donc qui sont émetteurs fortement de CO2. Et donc effectivement, je pense qu'il faut, dans cette transition qu'on est en train de vivre, ou en tout cas qu'on démarre, on doit arriver à réduire l'impact du gaz naturel. Donc nous, on pense qu'aujourd'hui, il y a des infrastructures qui fonctionnent, il y a des industriels qui travaillent à partir de méthane. Donc il n'y a pas d'infrastructure complémentaire à mettre en œuvre pour ça. Et donc de décarboner le gaz naturel est, je pense, essentiel pour la transition. Donc voilà, ça c'est le premier point. Sur le biométhane, on nous dit effectivement souvent que le biométhane est déjà décarboné, donc pourquoi aller plus loin et pourquoi produire de l'hydrogène à partir de biométhane? C'est ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, effectivement, sur l'impact CO2. Encore une fois, je pense que toutes les économies d'émissions de CO2 qu'on peut générer doivent être faites, et l'effet démultiplicateur finalement de la décarbonation avec le biométhane, je pense, a beaucoup d'intérêt. Et par rapport à nos objectifs de 2050, si on veut être à net zéro, il faut absolument dans l'équation qu'on ait des systèmes qui soient négatifs et qu'il y ait une balance négative. Sinon, je pense qu'on n'y arrivera clairement pas. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Il y avait 2 ordres de grandeur que j'aurais aimé vous demander. Si on imagine remplacer tout l'hydrogène utilisé actuellement, par exemple en France, par votre technologie, combien de térawattheures de biométhane il nous faut? Et vous produisez dans ce cas-là une certaine quantité de noir de carbone. Qu'est-ce que ça représente, cette quantité, par rapport aux usages actuels du noir de carbone? Est-ce que c'est 5% ou 4000%? Merci. Alors, l'ordre de grandeur, il faudrait à peu près 8 EPR d'ici à 2030 pour faire de l'hydrogène dont on a besoin avec de l'électrolyse. Donc là, on diviserait par 5, c'est-à-dire 1 et quelques. Sur le biométhane, pardon. Non, sur le biométhane, bonne question, j'ai pas la réponse là comme ça. Je ne sais pas vous répondre, pardon. Il y avait une deuxième question. Et du coup, puisque vous dites que vous produisez 3 kg de carbone ou de noir de carbone pour 1 kg d'hydrogène, qu'est-ce que ça représente, cette quantité qui va être produite
par rapport aux besoins actuels? Est-ce que c'est très peu C'est ou à est-ce que peu c'est près- trop? Le marché actuel du noir de carbone, disons pneumatique, etc., c'est de l'ordre de 20 millions de tonnes. Donc ça veut dire qu'on peut produire à peu près 6 millions de tonnes, c'est-à-dire 6 fois la production française. Disons, quand on aura rempli ce marché-là du noir de carbone. Après, il y a pas mal d'usages nouveaux qui se développent sur le noir de carbone, donc je pense qu'il y a des perspectives qui sont intéressantes là-dessus. Mais déjà, on a de quoi faire, quoi. Monsieur, you want to ask a question or? Question concernant donc la partie upscale. Vous mentionnez par exemple en expérience passée Monolith Material avec leur unité américaine. Est-ce que aujourd'hui, si vous voulez en fait atteindre ce niveau, enfin on va dire ce même niveau de production par rapport à la technologie actuelle et au développement que vous envisagez, est-ce qu'on serait sur par exemple plein de modules Spark Cleantech pour atteindre la valeur, ou est-ce que c'est une technologie qui est upscalable à l'échelle par exemple d'un réacteur chimique? Merci pour la question. L'équation, en fait, il faut la voir de plusieurs façons, je pense. Une première, c'est que Monolith est obligé de faire des grosses installations pour optimiser l'aspect énergétique. En fait, ils sont obligés d'avoir un effet de taille pour atteindre les niveaux de performance qu'ils ont aujourd'hui de 25 kWh/kg. Nous, ce n'est pas notre cas. Et donc, on est capable de travailler à plus petite capacité et d'être déjà efficace énergétiquement. Donc, il y a tout un pan de marché, finalement, sur lequel on peut travailler, où des technologies de plasma thermique ne pourront pas le faire. Donc ça, c'était la première remarque. Et après, effectivement, nous, l'objectif, en fait, dans le développement technologique, c'est d'arriver à faire des premiers modules de taille plutôt d'ordre de 200 kg jour, enfin un peu comme Cyril le disait tout à l'heure. Je pense que c'est à peu près le niveau de taille qu'on target à court terme. Par contre, on va travailler sur des cellules qui vont être plus grosses, peut-être à, je sais pas, enfin bref, qu'on va multiplier par 50, 100, 200, et qui permettront, dans un deuxième temps, d'avoir des installations unitaires qui sont plus grosses et d'aller chercher des grosses capacités. Merci. Une dernière question. Oui, monsieur là-bas. Désolé. Bonjour. Donc du coup, vous avez parlé d'un projet pilote sur une unité de méthanisation dans le centre de Val-de-Loire. Est-ce qu'il y a une taille de méthanisation recommandée pour un projet de ce type, est-ce que c'est plutôt à grande échelle ou pas? Je pense que les premiers usages, en fait, ils sont plutôt à petite échelle. Un 200 kg jour, hein, c'est une dizaine de camions globalement équivalents qui sont en capacité de rouler. Donc je pense qu'il faut plutôt voir ça sur des petites installations au départ. Et en termes de taille, pour vous donner une idée, quand on a 50 normomètres cubeurs de biométhane, d'accord, on fait 200 kg jour d'hydrogène. Donc pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc ça veut dire que voilà, c'est pas forcément des petites installations sur lesquelles on travaillera, mais effectivement, l'idée c'est plutôt de prendre une partie du biométhane pour le convertir en hydrogène sur des installations plutôt d'ordre territorial, quoi. Et en carbone solide, en production, vous avez dit 200 kg jour de H2. Donc, c'est 3 fois. Donc 1 kg d'hydrogène, 3 kg de carbone. Super, merci. Moi, j'aurais une dernière question. Donc finalement, sur un projet, qu'est-ce qui est limitant? Plutôt le raccordement électrique ou l'approvisionnement en gaz naturel? Et si j'extrapole au niveau économique, qu'est-ce qui va peser le plus? C'est-à-dire le coût du gaz naturel ou le coût de l'électricité? Le coût du gaz nat, clairement. Donc la structure de coût, en fait, hein, elle est clairement sur l'aspect énergétique, principalement sur le méthane. On ajoute effectivement un peu d'électricité dans l'équation. Mais encore une fois, ce qui est important dans l'équation économique, c'est le carbone qui vient balancer les coûts du gaz globalement.
Ok, merci Patrick. Let's switch in English to Natasha. Natasha from Akamai. Natasha is the VP of hydrogen at Akamai. Akamai proposes this methane decomposition technology that focuses on high energy efficient economy processes. Natasha is poised to present key insights into Akamai's history, technology, and process, shedding in light on how the company's products, hydrogen and solid carbon, can effectively decarbonize hard-to-abate sectors. The presentation will also showcase the findings of a comprehensive life cycle assessment conducted for Akamai. So, Natasha, I leave you the floor. Thank you. Bonjour à tous. Je m'appelle Natasha. Je ne parle pas français, unfortunately, so I'm turning to English. I'm happy to be here. Thank you for the organizers for inviting us all the way from Finland, and honored to be in this company, completing each other, representing here technology that is called pyrolysis. So we call it methane splitting, and we are asking if methane splitting is the key to decarbonizing industry and securing local production of critical materials. As we know what methane splitting is, so we produce with thermocatalytic decomposition by heating the reactor with catalyst up to not too high temperatures, between 6 and 8 to 900 degrees of Celsius. And we produce 1 kilogram of hydrogen and 3 kilograms of solid pure carbon. And this carbon is probably the key for critical materials produced locally. Hycamite is a new company, a startup company that is developing old technology with new twists of catalyst and developing the carbon products. We have heard a lot about CO2 emissions and SMR here this morning, and this is the original target and aim for Hycamite as well, to be the decarbonizer of the industry, where the hydrogen has been produced for decades. As we have heard, SMR technology provides or emits 9 kilograms of CO2 into the atmosphere. And Hycamite process is a process where no emissions are released into the atmosphere. Now we are talking about, of course, biomethane or methane as such. Hycamite uses methane as feedstock, and the problem maybe is only that the access to biomethane is too low. It is critical. Of course, we are placed in Finland, and we do search for the feedstock around the area where we are placed. I will show soon for you the area where we are. It is an industrial area, and of course biomethane can and will be produced, but it is for the moment slightly critical. Can methane splitting turn hydrogen production into a carbon sink? I think we already have heard and seen about this as well. So this SMR produces very high numbers of CO2 released in the atmosphere. SMR with the CCS capture, carbon capture and storage, also relatively high numbers.
Again, depending on the electricity produced locally, will affect the amount of CO2, as we heard here earlier as well. So this is also something that we all need to consider. The national grids are varying very much from each other with the CO2 emissions. Especially, of course, we have been making calculations with the Finnish grid mix, and even that, though it is relatively pure, we have very much of renewable projects going on, especially in the neighborhood where we are located, and still we see that it is critical. With Hycamite process, we still can reach very low emissions rates, or with biogas, the rate is very, very low. It's on minus, and depending on, of course, the carbon customers and the end users of it, but also for the hydrogen. Here we have a comparison where we have made a calculation about this electricity carbon footprint or carbon intensity. Here we can see that definitely, no doubt about it, that producing hydrogen with electrolysis when there is access to renewable energy is the most profitable and probably at least most clean way of producing hydrogen. We see there this turquoise line, and we have picked up a few countries around the world where we can see how the grid electricity is produced and how dirty it is. And this lowest blue line is Hycamite production line. So we can see that with this pyrolysis methane splitting technology, it is very clean. There you can see also the French point, which means that it is close to the suggested average. It's relatively pure, but depending on, again, of course, with the energy, how it is produced, and the technology, how much energy is needed in the process and in the production. So electrolysis can equal even worse numbers than SMR, that is or has been seen very, very dirty, and that we want to get rid of. So as you can see, the numbers can be even worse. But this all depends on the grid average and the grid mix that is locally used. These numbers that has been used here are the country averages provided internationally. So these numbers has been used in these calculations. Well, then about this carbon. Like mentioned, the carbon amount is huge compared to hydrogen. It's 3 times more. And for Hycamite, the carbon development and research is of high interest, and we put very much effort on that. And we have hired
group of researchers for developing the catalyst and making research on the carbon products or the carbon product applications. Here a few examples of the industries where these carbon products can be used. This doesn't mean that we have all of them at the moment on our portfolio, but of course we have been researching all of them, and the main line for us is battery industry, and this also relies on the or the decision making relies on the aerial development in the industrial area where we come from. There is almost the whole supply chain for battery industry represented. Then other interesting areas for us are the cement industry, asphalt as well, and polymers, and then maybe supercapacitors. This is the how we see this. Production of the critical materials would mean that Hycamite application of the whole plant is that we go next to the industry that needs hydrogen, which means that this is often in the industrial areas. Since we have heard about delivering hydrogen and the problems with moving hydrogen, but carbon is much easier. So our way of applying this would be going next to the industry that needs hydrogen, and then looking for the end users for carbon products in the neighborhood area, country, continent, and it can be delivered much easier. And again, here you can see a picture of the industrial area where we are. It's by the west coast in Finland, far away from here. We have started building our industrial scale plant facilities. We raised 25 million euros last summer, and after that we have started spending it, and the building has started, and the aim is to have the facility up and running by the end of this year. This technology is based on 20 years old research and development by Oulu University and a group of researchers that are placed in Kokkola, where we are. We are actually, it says more than 40 Hycamates. We are more than 50 Hycamates at the moment and growing rapidly. By the end of this month, I don't know, obviously 60 people already, growing fast, having the support from our investors that are the strategic investors are from Japan and Austria. What we are building these industrial scale reactors in Kokkola, which are 2 kilotons of hydrogen and 6 kilotons of carbon. This facility is called Customer Sample Facility. Like I said before, we are using this facility for research and development of the carbon products for different applications that we are making together with our partners, customers, end users. This is not possible alone. And this is how it is going to look like. And with this facility, we are removing 18 kilotons of CO2 from the atmosphere once we are
in full capacity, meaning that it will take probably a half a year up to 1 year, meaning 25 running then 24/7, which we are aiming to. And in that facility, we are going to have 3 different reactors, 2 for these industrial needs and 1 for marine application, which we are developing together with Finnish company called Wärtsilä. I think this was the most of it. I had to tell you I'm happy to answer your questions or connect with you in LinkedIn. And yes, thank you. Merci beaucoup. Thank you, Natasha. So again, if you have some question for Natasha. Yes. Otherwise, I have one question. For your demo plant project, what is your partners for solid carbon and hydrogen? Maybe you mentioned it, but just... Yes, I probably didn't. The hydrogen will be used in the area. It's an industrial area where we have international companies that use hydrogen already, have been using for decades. Maybe you know Umicore, Gervois, Boliden. We have Tetra, we have CAB, we have Yara, we have many industrial companies there. And for the carbon products, we have negotiations going on, not least for the steel industry, cement industry, battery industry. These are the main applications we are heading to now. So that means your carbon solid is pure enough, or there is a high grade quality of the solid carbon to have the most advanced technologies, for example, for batteries, because I know there is like some different qualities. Like for the tires industry, it's more or less the lower one, and the graphene one is the highest one. Sure. Yes. For certain applications, the carbon is usable as such directly from the reactor or reaction. But for battery industry, especially, it needs to be treated. We are developing graphitic carbon, which needs to be treated, treatment after the reaction. But all these we have been doing. I didn't even mention that we are established 2020, so we have not been there for very long. But like mentioned, the part of the research has been made for decades already by the same people that are hired to our company. So we have a group of 6 doctors at the moment. Yeah, that is a question. Yeah. Is there any feed-in tariff for production of hydrogen in Finland, or no? Tariff? No. I mean, from the state. No, it's you sell it directly to the consumer. We sell directly to the consumer. Yes. Yes. Okay. There is another question. Okay, maybe we can open the question to the other participants if you miss some question right now on the time. Vous avez des questions? J'avais une question parce qu'on n'a pas pu la poser, du coup, ça serait plutôt à Cyril, Seven et ICTech. So I don't know if I ask the question maybe in English or maybe in French. Je vais commencer en français. Les petites unités modulaires que vous produisez en conteneur, ça vous fait un hydrogène à combien, on peut dire en prix de sortie, si on devait juste penser CAPEX plus OPEX pour votre opération, à peu près dans une fourchette par rapport à ce qu'on peut étendre, par exemple, de l'hydrogène vert
Aujourd'hui, pour faire un projet de bus hydrogène, par exemple, on est plutôt autour de 10, 12, 15 euros le kilo, même j'ai pu entendre des fois. Donc vous, à combien vous arrivez à avoir l'hydrogène en sortie de votre conteneur? What is the cost for hydrogen at the output of your containers? Ça dépend directement du coût du biogaz qu'on utilise, mais sur des valeurs réalistes et sur les modèles qu'on détaille, sur du 400 kg, on peut avoir quelque chose qui est à moins de 10 euros en sortie de production. Et après, l'augmentation d'échelle fait qu'on réduit fortement le coût de l'hydrogène. Mais encore une fois, ce n'est pas le coût en sortie de production qui est important, mais toute la chaîne de valeur. Moi, je vais continuer en français maintenant. Je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, il y a un coût industriel où le plafond bas, c'est 10 euros. Ça peut monter jusqu'à 20 euros en industriel, mais quand on travaille sur site, nous, on a des cas sur des gros sites industriels où on arrive sur du entre 3 et 5 euros. Et une deuxième question pour vous, qu'est-ce que vous penserez aussi d'un modèle où finalement, là, plutôt que de décentraliser comme vous le faites, on recentralise et on utilise par exemple des garanties d'origine pour certifier le biométhane? Ce serait la meilleure idée qu'on puisse faire, mais on ne peut pas utiliser les garanties d'origine aujourd'hui en France pour faire autre chose que du biométhane. Je n'ai pas l'explication qui tient la route en face de moi aujourd'hui, je ne l'ai jamais eu, mais l'idée la plus intelligente serait d'utiliser le biométhane comme vecteur pour transporter l'hydrogène et l'utiliser comme on l'utilise sur les stations et produire sur les stations. Mais ça, aujourd'hui, on ne peut pas pour des raisons qui m'échappent. C'est du réglementaire et du politique, beaucoup. Donc, mais de fait, plus on augmente la quantité, alors je vais faire la promo de GRDF, mais plus GRDF met de biométhane dans son tuyau, plus le méthane que l'on reprend au tuyau, plus il est vert. Donc voilà, alors après, on a un bout de papier qui le dit, mais même sans avoir le bout de papier, il y a quand même une part. Et voilà, GRDF, ceux qui ont des méthanes, ils font tout pour vous raccorder au réseau aujourd'hui, ils font des grands efforts. Donc voilà, à un point où la liquéfaction sur site de biométhane n'est plus un sujet, alors que c'était un sujet il y a encore 3, 4, 5 ans, même il y a 2 ans. 2 ans, il y a eu une tournure où la liquéfaction sur site de biométhane était encore un sujet pour pallier au manque de réseau. If I may say a few words about this, how we see it, what is critical. We know this situation with the war and how it changed everything with the natural gas that was imported to many countries in Europe from Russia. The potential for biomethane and production for it is there, but as we have been discussing with the potential producers, the uncertainty of the price is of course there, and the amounts of for the demand of it is also an unsecure for the production point of view. When it comes to the energy production, again, it would be needed country-wise to make decisions about investing on the renewables, and these processes take long, and at least in Finland, we have had a common discussion about this, that the permitting processes should be shortened, and or something needs to be done so that we are able to make it easier for this green transition, and for the companies to be able to realize what they are doing and what they are willing to do. So the prices are what they are, and the market will
decide them at the end. Okay, thank you very much. Question? The question? Juste une question pour Patrick et Spark, comme je l'ai posé pour Natacha et Akamite. Qu'est-ce que vous visez comme marché du carbone solide aujourd'hui? Nous, on est sur le même type de marché, hein, globalement. Effectivement, les batteries sont intéressantes. Il y a tous les marchés. En fait, je pense qu'on aura plusieurs phases dans les marchés par rapport au carbone, qui vont être liées aussi aux quantités qu'on va produire et pour être suffisamment représentatifs sur les marchés sur lesquels on va travailler. Mais aujourd'hui, en fait, on est en contact avec des producteurs de noir de carbone, on est en contact avec des industriels dans le ciment, par exemple, qui a été cité tout à l'heure, dans le pneumatique, batterie, etc. Donc c'est le même type de marché qu'on va viser. Ouais. Dès là, le prochain démonstrateur que vous installerez, Non, vous non, avez... le premier démonstrateur, il a vraiment une vocation technique, Okay. donc la production ne va pas être valorisée. On va commencer à valoriser à partir du deuxième démonstrateur. Par contre, ce premier démonstrateur va permettre de massifier un peu les productions pour nous en sortant du labo et donc de tester ces carbones sur pas mal de chaînes industrielles, quoi. Et même, je crois, une dernière valorisation qu'on n'a pas citée, mais c'est le retour du carbone au sol. Est-ce que c'est des choses aussi que vous regardez, mais c'est peut-être finalement la moins valorisée? En fait, ce qu'on fait, c'est pas du biochar, en fait. Et donc, il y a effectivement des possibilités de valorisation du biochar au niveau agricole. Notre produit est différent. Il n'a pas d'intérêt pour le retour au sol, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va conclure. Ou vous pouvez aller voir les intervenants aussi sur le salon post-conférence. Last question. No. So, thank you very much. Have a good day on the 360.